Nous voici dans la seconde partie consacrée à la vie de Caroline Rose Nivelt. Et entrons maintenant dans une nouvelle décennie et consacrons-nous à l'année 1863. Le 9 juin, Augustine Héloïse, la jeune sœur de Caroline, épouse Léon-Marie Levasseur à la mairie du 9e arrondissement de Paris. Comme je vous expliquais dans la première partie de vidéo, la famille Levasseur fait partie du conseil de famille pour Henriette Quesnescourt. Ces deux personnes sont Léon-Marie Levasseur et son père. C'est incroyable comme les gens sont interconnectés dans cette histoire. 1 an et demi plus tard, le 11 janvier 1865, Caroline rentre à l'hôpital Saint-Louis pour y mettre au monde son dernier enfant. Robert-Émile naît à 22 heures. Elle et son bébé restent 9 jours dans le lit numéro 8 de la salle Saint-Ferdinand réservée à la maternité. Robert est baptisé la veille de leur sortie, soit le 19 janvier, à la chapelle attenante de l'hôpital. Son parrain est Victor-Alexandre Robergel et sa marraine Héloïse Gadet. À l'issue de leur séjour, Caroline et son nourrisson rentrent à leur domicile au 41 rue Fontaine-au-Roi dans le 11e arrondissement. Le 19 juillet 1870, la guerre franco-allemande éclate. 2 mois plus tard, le 19 septembre, Paris est encerclé par les troupes prussiennes. C'est le début du siège de Paris qui va durer 4 mois. Plus aucune matière première n'est acheminée dans la ville. De nombreux ateliers et manufactures ferment, faute de matériaux ou de débouchés, les clients n'ayant plus les moyens d'acheter. On assiste alors à une augmentation du chômage et donc à une baisse des revenus des foyers. La nourriture se faisant rare et les prix explosant, la famine s'installe petit à petit. La viande se faisant de plus en plus rare, les habitants se replient sur les animaux domestiques, les rats et les chevaux servant au transport urbain. Pour la population la plus aisée, ce sont les animaux du jardin des plantes qui sont proposés au menu des grands restaurants. L'hiver 1870 est particulièrement éprouvant. Le charbon ne pouvant plus être ramené dans Paris, ce sont les arbres des bois de Boulogne à l'ouest et de Vincennes à l'est qui vont être coupés pour servir de bois de chauffage. Mais bien sûr, très vite, les réserves s'amenuisent et la population meurt de froid. Entre le 5 et le 26 janvier 1871, ce sont les bombardements allemands qui finissent par s'abattre sur les Parisiens. Aujourd'hui, il n'est pas possible de savoir si Caroline et ses enfants ont vécu cet événement de l'intérieur, car il n'existe pas de recensement à Paris avant 1926. D'autre part, entre le 21 et le 28 mai 1871, dans un épisode historique appelé la Semaine sanglante qui marque la fin de la Commune de Paris, les principaux monuments ont été incendiés, notamment l'hôtel de ville et le palais de justice où étaient stockées les archives. La ville de Paris a entrepris une reconstitution de son état civil à partir de 1873. Selon le site des archives de Paris, sur 8 millions d'actes perdus, seul 1/3 a pu être rétabli. Mais ce ne sont pas seulement les actes d'état civil qui ont disparu. Il y a une grande quantité de documents utiles en généalogie qui ont été détruits, ce qui rend difficile la reconstitution de la vie des Parisiens avant cette date. C'est à partir de 1872 que je retrouve une trace de Caroline. Sa fille, Émilie, désire se marier avec un jeune homme appelé Laurent Olmeta, qui est né à Ajaccio le 1er avril 1844. Elle a 19 ans, il en a 28. Caroline, rentière, réside au 22 place du Vieux Marché à Rouen et ne peut être présente pour le mariage de sa fille. Elle fait une procuration auprès de maître Lemasson, notaire à Rouen, où elle désigne monsieur Achille Bretonville comme mandataire pour établir le contrat de mariage qui sera fait auprès de maître Carré, notaire à Paris, le 3 septembre suivant. Émilie, couturière, est domiciliée à la même adresse que monsieur Bretonville, au 1 rue des Poissonniers. Laurent Olmeta, lui, est contrôleur des halles et marchés et est domicilié au 19 rue des Acacias. Leur contrat de mariage fait état d'un régime de communauté. Les apports des 2 futurs mariés sont spécifiés. Laurent apporte des habits, des meubles, des bijoux pour une valeur de 3 000 francs et Émilie apporte une somme de 5 100 francs qui constitue la valeur d'un trousseau utile aux futurs époux. Leur mariage est célébré le 7 septembre à la mairie du 18e arrondissement. Quant au mariage religieux, il a lieu à l'église Notre-Dame de Clignancourt. Caroline devient grand-mère à l'âge de 42 ans
le 11 juillet 1873. Émilie met au monde un petit garçon nommé Gaston Achille Francis, qui naît au 30 rue Poulet au domicile de ses parents. Et devinez qui est présent lors de la déclaration de naissance? Achille Bretonville. Soit dit en passant, il sera témoin pour la naissance de tous les enfants d'Émilie. Gaston est baptisé 4 mois plus tard, soit le 9 novembre, à l'église Notre-Dame de Clignancourt, comme tous les enfants du couple. Son parrain est Achille Bretonville et sa marraine est Marie-Joséphine Bruitera, la mère de Laurent Olmeta. En 1874, Achille-Henri Victor, le fils aîné de Caroline, fête ses 20 ans. Il est inscrit sur les recensements militaires du 6e bureau de la Seine sous le numéro 3386. Les matricules militaires regorgent de précieuses informations en généalogie. On peut notamment, dans ce cas-là, se représenter Achille-Henri Victor dans la mesure où nous n'avons pas de photo. Il est écrit que physiquement, il mesure 1,65 m, a les cheveux châtains et les yeux bruns. Il part l'année suivante faire ses classes au 119e régiment d'infanterie basé à Lisieux. En 1875, Caroline devient grand-mère pour la seconde fois d'une petite fille nommée Marie-Louise Caroline. Cette petite fille naît le 2 septembre, quelques semaines avant le 44e anniversaire de son aïeul. Elle est baptisée le 25 décembre suivant. Son parrain est Léon-Marie Levasseur et sa marraine n'est autre que Caroline elle-même. Mais 6 mois plus tard, la petite décède au domicile de ses parents. Elle est inhumée au cimetière de Saint-Ouen dans le nord de Paris le 20 juin 1876. Les naissances s'enchaînent ensuite. Louis-Émile Robert naît le 27 juillet 1877 et est baptisé le 16 décembre de la même année. Ses parrains et marraines sont des voisins, Alphonse Robert et sa fille Jeanne. Ensuite vient André-Léon Laurent, qui naît le 6 mai 1879 et qui est baptisé 1 an et demi plus tard, le 23 janvier 1881. Ses parrains et marraines sont Monsieur et Madame Théodore Orlandi. Le dernier fils d'Émilie et Laurent Olmeta est Maurice Auguste Marie, né le 20 décembre 1880 et baptisé 3 jours plus tard. Il a pour parrain Léon-Marie Levasseur et pour marraine Auguste et Louise Nivette. Et justement, cette année-là, une épidémie de fièvre typhoïde commence à prendre de l'ampleur à Paris, notamment dans le 18e arrondissement qui est le deuxième le plus touché. Elle atteindra son paroxysme en 1882. Mais depuis quelques années, cette maladie est déjà présente notamment dans les casernes. Et justement, Achille-Henri Victor, qui est libéré de tout engagement militaire au 1er juillet 1880 et qui réside 122 boulevard de la Chapelle dans le 18e, est atteint de ce mal. Il entre à l'hôpital Lariboisière le 22 octobre et il décède 8 jours plus tard, le 31 octobre à 7 h du matin. Il avait 26 ans. Il est inhumé dans le cimetière de Saint-Ouen le 2 novembre. Caroline réside alors au 22 rue des Bons Enfants à Rouen et rien ne nous indique qu'elle a pu être présente pour l'enterrement de son enfant. En 1885, c'est au tour de Robert, le plus jeune fils de Caroline, d'être recensé militairement. On apprend qu'il est épicier et qu'il réside à Montreuil. Caroline est revenue en région parisienne et vit alors au 12 route de Montreuil à Vincennes. L'année d'après, il rejoint son corps d'armée, le 10e régiment de chasseurs. Le 12 novembre 1887, Achille Bretonville, l'homme que les petits-enfants de Caroline surnomment grand-père, décède à son domicile, rue des Poissonniers. Il avait 79 ans. Et c'est à l'aube de ses 60 ans que Caroline va donner un nouvel essor à sa vie. Elle va prendre seule un bateau, traverser la terre pour aller dans une terre hostile, l'Australie. L'Australie du 19e siècle est principalement une terre de bagnards. En effet, en 1789, 11 navires anglais arrivent à Port Jackson, à Sydney, transportant 775 condamnés et 645 autres passagers composés de personnages officiels, membres d'équipage et de leurs familles. Ces bateaux arrivent sur une terre peuplée de tribus aborigènes qui se battent pour leur territoire. Dans la première partie de ce siècle, le nombre de Français résidant en Australie est estimé à moins de 600 et à 4200 sur la seconde moitié. Ces immigrés français sont pour la plupart
des professionnels, enseignants, artisans qualifiés, commerçants, agriculteurs ou des entrepreneurs. L'implantation de Melbourne date des années 1830 et rencontre depuis la ruée vers l'or de 1852 une expansion considérable. Sur la fin du siècle, la ville connaît un boom économique. Elle accueille l'exposition universelle de 1880 amenant des voyageurs du monde entier. Les immeubles imposent leur hauteur grâce à la création de la Melbourne Hydraulic Power Company en 1886 et le développement des transports publics, réseaux de chemin de fer et de tramway entre 1887 et 1890 permet l'extension de la cité et par conséquent l'augmentation de la population. C'est dans ce contexte que Caroline arrive à Melbourne en 1887. Elle s'installe chez Frank Thorne et sa femme Naomi, qui réside 250 Turek Road, Sauciara, à Melbourne. En juillet 1889, la communauté française d'Australie célèbre sa fête nationale avec un pique-nique de gala qui se déroule à l'hôtel Sir Joseph Banks à Botany en banlieue de Sydney. Caroline y est conviée et pour se rendre à Sydney, elle voyage à bord du bateau, le Yarra 2. Elle exerce la profession de professeur de français au Turek Preparatory Grammar School, aujourd'hui The Geelong Grammar School, une école de garçons qui se trouve Wallace Avenue dans la Glamorgan House, aussi appelée The Pottery. Caroline rejoint ensuite l'équipe enseignante du Turek Primary School, Canterbury Road, à la rentrée 1892. Ces deux écoles existent toujours aujourd'hui. Grâce aux coupures de journaux, on apprend qu'elle donne aussi des cours de français pour adultes à Ellerslie College dans le quartier de Ballarat. Cet établissement, lui, n'existe plus aujourd'hui. Malgré la distance, Caroline garde quand même contact avec sa famille. Elle envoie à ses petits-fils une photo avec quelques mots à leur attention. À mes petits-fils André et Maurice Olmeta, souvenir de leur grand-mère Liline en l'honneur de sa 61e année. Caroline Nivelt. Dès 1894, Caroline commence à être au service du gouverneur de Victoria à Melbourne, Lord John Hoptoun, comme gouvernante et plus particulièrement comme professeur particulier de français des deux fils du gouverneur, Victor Alexander John Hope et Charles Melbourne Hope. Faisant partie de la haute société, Caroline participe à de nombreuses garden parties et à des mariages cossus. Elle apparaît dans plusieurs articles de journaux de l'époque, faisant état de ses somptueuses toilettes et des cadeaux de mariage coûteux qu'elle offre au nouveau mari. En 1895, le gouverneur et sa famille quittent l'Australie pour l'Angleterre. Ils montent à bord du paquebot Parramatta en direction du port de Plymouth. En tant que gouvernante, Caroline partage la cabine des deux petits lords. Il n'est pas certain que Caroline soit rentrée tout de suite en France après son arrivée à Plymouth. Est-ce qu'elle est restée au service de la famille pendant encore quelques temps? Quand et par quels moyens est-elle arrivée en France? Tout ça, ce sont des informations qui nous restent encore à découvrir. Pendant son absence, plusieurs événements familiaux se sont déroulés en France. Sa mère, Scolastique Louise, décède le 3 février 1890 à Gennevilliers chez Augustine Héloïse et Léon-Marie Levasseur. Le 4 septembre 1892, c'est son frère qui décède à son domicile, passage d'Avy, dans le 18e arrondissement à l'âge de 59 ans. Célibataire et peu fortuné, il est inhumé en tranchée gratuite dans le cimetière de Saint-Ouen. Ses petits-fils, Gaston et Louis, sont partis faire leur classe militaire. Le premier est envoyé au 132e régiment d'infanterie de Bar-le-Duc et le second au 39e régiment d'infanterie de Mézières. Lors du mariage de son fils Robert le 27 avril 1898 avec Augustine Gonod, Caroline est de retour en France. Elle réside au 11 rue Bozio dans le 16e arrondissement de Paris. Elle est présente et consentante au mariage de son fils. Cette union est prononcée en présence de Laurent Olmeta et de Léon-Marie Levasseur, beau-frère et oncle de l'époux. En 1899, Caroline devient grand-mère pour la 6e fois. Robert et Augustine accueillent leur fils, Roger Robert Charles. Caroline devient la marraine de ce petit garçon à l'âge de 69 ans. Si vous recherchez Roger Nivelt sur Internet, vous vous apercevrez que ce personnage est un peintre avec une certaine renommée, notamment dans l'univers colonial. Nous sommes en 1900,
Nous entrons dans un nouveau siècle. André et Maurice Olmeta partent à leur tour faire leur classe. André est envoyé au 26e régiment d'infanterie de Toul et Maurice au 104e régiment d'infanterie. Le 26 mars 1900, Caroline fait homologuer son testament auprès de maître Moreau, notaire à Paris. Elle désigne comme légataires universels Émilie et Robert, ses 2 enfants. Elle désire que la somme de 2000 francs soit envoyée à ses hôtes australiens, Frank et Naomi Thorne, et que celle de 1000 francs soit donnée à Henriette Kennescourt, sa plus ancienne amie. Elle lègue à sa sœur, ses enfants et ses petits-enfants, ses bijoux, vêtements, mobilier de chambre et de salon, et son argenterie. Elle ne possède pas de biens immobiliers. En 1902, Gaston, l'aîné de ses petits-fils, se marie avec Régine Villard. Même si aucune photo ou document n'atteste de sa présence lors de ce mariage, et vu la proximité qu'elle a avec ses petits-enfants, il est aisé d'imaginer qu'elles étaient présentes ce jour-là. Cette même année 1902 verra naître le dernier de ses petits-enfants, André-Pierre Claude, qui naît le 22 janvier. C'est le 2e enfant de Robert et Augustine. Néanmoins, Caroline ne va pas cajoler longtemps cet enfant. En effet, elle décède le 15 janvier 1903 à son domicile, 11 rue Beauzieux. Son décès est déclaré par ses voisins, Alphonse Julliot et Mathieu Doncarly. Les pompes funèbres de Paris vont prendre en charge son corps. Elle bénéficie d'obsèques relativement modestes. Bien que les cimetières de destination doivent être inscrits sur les registres des pompes funèbres, ici ce n'est pas le cas. Et malgré mes recherches et mes appels répétés aux cimetières parisiens et aux cimetières limitrophes de la capitale, je n'ai pas réussi à trouver sa dernière demeure. À la suite de son décès, ses enfants ont respecté ses dernières volontés. La vie de Caroline Rose-Nivelt a été pleine de rebondissements. Elle a vécu les changements de politique française, la révolte, les barricades, les changements de physionomie de sa ville natale. Elle a certainement dû faire face aux regards et aux jugements pour avoir eu des enfants sans père et a vécu la perte de 3 d'entre eux. Elle a eu l'audace et le courage de partir seule à l'aube de ses 60 ans dans un pays sauvage à des milliers de kilomètres de ses proches. Les liens étroits qu'elle a tissés entre les différents protagonistes de sa vie, les Levasseur, Bretonville, Kennescourt, Malines et ainsi de suite, lui ont permis de côtoyer l'aristocratie alors qu'elle est née sans le sou. Caroline laisse derrière elle une descendance qui vivra le premier conflit mondial de l'intérieur. 4 d'entre eux partiront au front. Certains seront blessés, d'autres faits prisonniers, mais tous en ressortiront vivants. Mais ça, c'est une autre histoire.